Tout d'abord, vu d'un point de vue français, c'est un sujet évidemment extrêmement important parce que la diplomatie culturelle dans la tradition française repose sur une tradition régalienne. Ce n'est évidemment pas la seule, hein. Vous voyez par exemple la Chine, elle a aussi en matière de culture et dans la promotion de celle-ci, une tradition régalienne également. Cependant, et comme je l'avais mentionné dans un précédent ouvrage, Chine, une nouvelle puissance culturelle, point d'interrogation, il y a la promotion de la culture dans un choix de diplomatie culturelle émanant d'une démocratie, c'est ce que l'on appelle le soft power, et puis les choix émanant de dictatures comme la Chine ou la Russie, ce que l'on appelle le sharp power. Donc ça, c'est le premier point qui me paraît important de rappeler, et puis il en est un autre aussi que d'un point de vue de la grammaire des relations internationales, l'étude du patrimoine offre finalement des perspectives d'analyse, je pense, tout à fait pertinentes, donne un relief finalement à des choses que l'on ne percevait pas forcément, d'autant a priori, si vous voulez, qu'en Asie, les signes sont souvent beaucoup plus évocateurs que les mots. Et donc justement l'échange de ces signes, que ce soit des cadeaux diplomatiques ou bien le trafic de reliques bouddhistes par exemple, sont assez intéressants à étudier. Alors pour citer quelques exemples qui fourmillent dans ce dernier ouvrage, il est question par exemple de la restitution du patrimoine. Je prends un exemple tout à fait évocateur, celui des manuscrits coréens restitués sous la forme d'un bail à l'instigation de Nicolas Sarkozy. Qu'est-ce que cela signifie dans le contexte des relations bilatérales? Qu'est-ce que cela représente également en termes, je dirais, d'affect, bien sûr, pour les Coréens? Et puis, deuxième exemple, non moins évocateur, celui consistant pour le président Emmanuel Macron à offrir à son homologue chinois Xi Jinping un cheval de la garde républicaine. Qu'est-ce que cela peut donc signifier? Et puis troisième exemple parmi tant d'autres, celui de Daesh qui à sa manière aussi a fait de la diplomatie culturelle axée sur un choix délibéré de vandalisme d'un patrimoine que l'on sait, que ce soit à Palmyre, en Syrie ou bien à Mossoul en Irak, et cela revêt évidemment une dimension politique, laquelle il faut évidemment l'analyser. Eh bien, tout d'abord, l'Asie, il faut définir évidemment ce que l'on entend par Asie, au sens d'Hérodote, c'est-à-dire tout ce qui est à l'est de la mer Égée, c'est-à-dire, pour aller très vite, trois grandes aires géographiques et culturelles, le monde arabo-persan, le monde chinois et le monde indien. Bref, ce sont ces trois mondes, évidemment, qui comptent, et il y a effectivement 5 études de cas, parmi lesquelles, puisque j'ai une appétence en tant que sinologue pour le monde chinois bien sûr, parmi lesquelles évidemment la question du patrimoine en Chine, mais aussi au Japon. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est de voir que déjà d'un point de vue des revendications patrimoniales intra-asiatiques, il y a souvent énormément de démarches qui sont faites en ce sens, qui sont généralement ignorées des Occidentaux, et surtout que certains de ces pays, et je pense tout particulièrement au Japon, sont force de proposition en matière de patrimoine. C'est par exemple pour le Japon l'exemple du trésor vivant. Qu'est-ce que cela peut-il signifier justement d'abord dans le contexte japonais, puis dans un contexte évidemment plus universel. Je pense également autre proposition japonaise qui remonte déjà à plus de 2 décennies, celle que de créer une sorte de Croix-Rouge pour des objets maltraités ou menacés dans des contextes de guerre, et tout particulièrement en Afghanistan. Donc ce sont des choses évidemment très intéressantes parce que la conscience patrimoniale n'est pas le seul fait des Occidentaux bien sûr, et qu'il existe là encore
d'autres champs d'application et d'analyse qui sont évidemment cruciaux pour comprendre un certain état des relations internationales aujourd'hui et des relations internationales de demain. Déjà, la notion de patrimoine, à la fois les historiens de l'art notamment, mais aussi les anthropologues s'y sont intéressés maintes et maintes fois, c'est une notion évidemment dont la définition est évolutive. Elle change selon les époques, selon les sociétés. En Occident même, la notion de patrimoine est finalement assez récente. On le sait, par exemple, des zénélistes comme Paul Venn ont démontré que les objets étaient, je cite, inertes, qui ne suscitaient pas forcément une passion et ne nous renvoyaient pas à une conscience historique, comme cela sera le cas en revanche à partir de la Renaissance italienne, où là véritablement la conscience patrimoniale commence à se développer considérablement. Et puis il y a une autre grande étape qui est celle du XVIIIe siècle et de la Révolution française, avec des dénonciations, et sans doute parmi les premières, de ce que représente le vandalisme. C'est notamment l'abbé Grégoire qui s'insurge contre les destructions révolutionnaires. Il y a aussi tout un questionnement à partir de la fin du XVIIIe siècle sur la légitimité ou pas de décontextualiser un certain nombre d'objets. Je pense par exemple à la pensée et à la posture d'un Quatremaire de Quincy. Bref, cette conscience patrimoniale à l'échelle des siècles, en Occident même, est un fait assez récent. Pour l'Asie, évidemment, si l'on actualise le propos, c'est un fait évidemment capital et qui va de pair avec des revendications nationalistes. Je pense tout particulièrement à la Chine actuelle, qui par hypermnésie est braquée finalement sur une période que les historiens chinois et le régime chinois actuel qualifient, je cite, de siècles des humiliations, donc depuis les guerres de l'opium jusqu'à l'avènement du régime communiste. Et donc, durant cette période de fait, il y a eu un très grand nombre de destructions patrimoniales ou de pillages d'un patrimoine chinois par des archéologues ou aventuriers occidentaux. Et le point de cristallisation de toutes ces passions nationalistes qui font précisément du patrimoine une valeur d'échange et de revendication nationaliste dans la critique de l'Occident, c'est évidemment la destruction du palais d'été, autrement appelé Yuanmingyuan, en 1860 à Pékin. Et c'est un exemple évidemment parmi, je dirais, 1000 autres, sans doute le plus significatif, qui montre évidemment que la question patrimoniale devient absolument cruciale dans les négociations internationales d'aujourd'hui et de demain, et tout particulièrement dans les rapports entre l'Asie et l'Occident au sens large.